Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va aller faire la routine habituelle. Deux ou trois petites news en suspens qu'on va traiter bien évidemment. Et puis, bien sûr, ce soir, le FOMC. Donc, il y aura peut-être deux vidéos dans la journée. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être la traduction du discours de Powell ce soir, une fois qu'on aura probablement un statu quo sur les taux, hein, puisque c'est plus ou moins quasiment une certitude. Mais bien sûr, le discours va importer ce soir, va être important. Donc du coup, on fera probablement une traduction du discours. Donc ça mérite un like, je pense, deux vidéos dans la journée. N'hésitez pas à balancer un like sur celle-ci et sur la suivante. Allez, intro. Alors, Bitcoin en 4 heures. Grosso modo, on a un retest ici, plus ou moins réussi, de la traîne de distribution et en même temps du haut de l'accumulation perdue, on va dire ça comme ça, hein, juste là. Derrière, pour le moment, il semblerait que ça soit quand même plutôt correctif. La question étant, est-ce que ça c'est mon impulsion et ça c'est une correction et je vais avoir une impulsion supplémentaire pour aller éventuellement traiter la petite box de liquidité qui se trouve à 95, ou alors est-ce que j'arrive à casser la distribution directe et pour aller rechercher plutôt la box de liquidité dont on sait qu'elle est autour des 110 000 dollars dorénavant, peut-être légèrement plus haut. Déjà, bien sûr, le signal, ça serait de péter cette trend-là à la distribution, bien évidemment, ça serait un signal plus important que, entre guillemets, ici c'est fini, et ou une accélération du momentum qui pour le moment n'arrive pas dans la correction qui est là. C'est-à-dire que cette correction nous dise, en fait je suis pas une correction, je suis une impulsion, je m'accélère, je m'auto-entretiens, je m'ambiance, je suis en train de m'ambiancer toute seule, et du coup j'accélère mon momentum pour avoir quelque chose qui a un caractère impulsif qui viendrait à contrario de celle-ci. Excusez-moi une seconde. Excusez-moi. Oui, donc du coup, voilà un petit peu l'idée. Pour le moment, je pense qu'on aura les infos et on ira voir probablement en fin de vidéo, je dirais, quels sont les niveaux à péter pour effectivement se dire qu'on est en train de casser l'histoire, mais ça paraît déjà relativement limpide que déjà venir casser là où pour le moment on refuse sur ce petit 4 heures là qui est ici, venir casser et clôturer déjà au-dessus de ça serait plus ou moins une bonne nouvelle. Aujourd'hui il y a FOMC, demain il y a GDP, donc PIB, donc grosses infos, et vendredi il y a le PCE, donc des grosses informations sur l'inflation également. Grosso modo pour le moment comme ça, en regardant la structure, si on casse ça, on est sur un peu plus que une correction, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement se dire qu'il n'y aura pas d'impulsion supplémentaire. En revanche, si on perd la trend ici et qu'on rejette sur le niveau, et rappelez-vous que généralement, c'est plutôt quelque chose d'horizontal qui vient casser quelque chose d'oblique, c'est-à-dire que on serait plutôt dans l'idée d'une correction supplémentaire pour aller pourquoi pas à 95, reteste la trend initiale, etc., etc., etc. Mais pour le moment, on a nos deux critères, je dirais, d'aide à la décision. Une droite en haut, une droite en bas, une oblique et une horizontale. L'horizontale étant en général celle qui gagne. Voilà. Si jamais en revanche on traverse, attention à celle-ci aussi. Vous voyez qu'on a pu la délimiter ici en 15 minutes, mais même en 4 heures, elle est tellement à plat, celle-ci, elle a tellement été bien défendue qu'elle a son sens. Je pense qu'il y a du monde là-dessus, hein, d'accord. Là, il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus... Quand vous avez un truc qui est en descente comme ça, c'est génial, parce que vous avez une accumulation de short, et au moment où vous le passez, vous avez une super accélération, parce qu'il y a des liquidations qui se font, et donc du coup, ça fait une cascade de liquidation. Telle cascade de liquidation vient chercher l'autre liquidation, et l'autre liquidation vient encore chercher l'autre, et ainsi de suite, etc., etc. Ce qu'on appelle communément un short ou un long squeeze. Quand en revanche vous avez déjà dévié au-dessus, ici, là, par exemple, c'est un peu moins fun, c'est un peu moins joli, tout simplement parce que vous avez déjà, c'est assez souvent d'ailleurs comme ça que se créent finalement les épaules tête-épaule, c'est-à-dire que plus ou moins on a déjà quand même nettoyé une partie de la liquidité et on a du mal à faire la jonction ici pour retourner la structure et revenir rechercher finalement les longs qui sont là, qui sont ceux qui ont gagné. Donc on a une inversion effectivement de la structure qui peut éventuellement se mettre en place. Donc du coup, cette déviation au-dessus, ça c'est joli, d'accord. Ça aurait été joli d'ailleurs même pour venir short squeezer cette histoire, et ça nous laisse de la liquidité éventuellement à venir chercher, donc ça c'est intéressant pour nous. Mais derrière ça, c'est pas très joli, accumulation de longues, hein, bien évidemment, vous le voyez, hein, c'est tout l'aspect d'une correction à la hausse.
Et puis, le fait qu'on ait dévié ici au-dessus et qu'on ait déjà short squeezé, en fait, finalement, ce qui se passait... Excusez-moi. Ce qui se passait dans cette bougie, dans cette bougie, dans cette bougie... Ça a été short squeezé déjà. On a déjà fait la petite mèche au-dessus. Et ensuite, on s'est ravisé pour revenir ressourcer un petit peu plus bas. Bah, ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Je vais pas trop faire long sur BTC. On ira voir le 15 minutes et les plus petites TF en fin de vidéo. Ether BTC, on est sur support. Pour le moment, je dirais qu'il est pas perdu. Mais bon, là, c'est pas très joli quand même en ce qui concerne la réaction. Ici, il nous faut une avalement pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ether, quelles sont les conditions pour qu'Ether se retourne à terme? Alors, on a en ce moment un BTC qui est en train de prendre plus ou moins un statut d'or digital et que je pense va petit à petit aller vers son fondamental. C'est pour ça qu'il surperforme toutes les altcoins et Ethereum, c'est-à-dire cette notion de hedge contre l'inflation et plus ou moins de réserve de valeur. Là où finalement ETH et le reste des altcoins seront plutôt des assets qui vont pâtir d'une lutte contre l'inflation, c'est-à-dire de taux élevés par la Fed. C'est-à-dire que si les taux augmentent, vous aurez un ETH qui diminue logiquement. C'est-à-dire que plus ou moins cette idée un peu d'une action tech, ou en tout cas d'être dans un domaine où il faut de la liquidité gratuite, il faut de l'argent, du crédit facile pour que ce type d'assets qui sont risqués, eh bien effectivement s'évaluent tout simplement, sous-entendu, bah, donne-moi 50 balles plus facilement, sans que je les paye 60 dans 2 mois, je vais peut-être aller essayer, et si je peux le faire dans 3 banques différentes et qu'elles me donneront toutes 50 balles, il y a peut-être un moment où je mettrai 50 balles sur Ethereum ou un Memcoin ou autre chose. Hein. Vous comprenez ici que l'idée c'est globalement quand même, bah, quand c'est plus facile d'avoir du pognon, quand les hommes risques dans les banques sont beaucoup plus faciles et aussi que les crédits sont moins coûteux au final, eh bien du coup ça bénéficie bien entendu. Donc je pense qu'il y a un peu une rotation ici qui est en train de se faire au niveau des narrations entre ce que peut raconter Bitcoin et ce que peut raconter Ethereum. Pour moi, Ethereum est déflationniste hein, sur le long terme, c'est aussi dans son fondamental, enfin en tout cas dans toutes les mises à jour qui ont été faites, ça fait partie de ses qualités, on va dire. Et pour moi, c'est autre chose que les altcoins. Mais maintenant, le marché n'a pas l'air de penser comme moi, déjà, d'une manière générale. Et puis, de toute façon, il faut suivre la tendance, il faut suivre ce qui se dit. Vous avez parfois des convictions qui sont les bonnes, mais rester dans un biais qui n'est pas le bon pendant X temps est risqué. C'est pour ça qu'en ce moment, on va dire que j'ai quand même... Voilà, je suis assez peu exposé en trade, en tout cas à minima sur Ethereum, et petit à petit je m'expose de plus en plus en long parce qu'effectivement j'ai une conviction qu'à un moment donné il nous donnera ce qu'on attend de lui. Impulsion, correction, impulsion, ça on l'avait dit aussi. Et puis pour le moment, est-ce qu'on passe sous la structure? Non, on est sur le support daily, on peut pas vraiment dire qu'il soit perdu. Encore une fois, s'il n'y a pas d'avalement aujourd'hui, c'est-à-dire que le discours de Powell... Ah oui, pardon, donc du coup, parce que j'ai commencé comment dire, un raisonnement, et je l'ai pas fini. J'ai commencé un raisonnement et je ne l'ai pas fini. C'est-à-dire que si Powell aujourd'hui nous donne un discours où il nous dit oui, bon, bah, on va stagner là un petit peu sur les taux, mais bon, finalement, on a quand même des bons... Enfin, s'il a un discours qui va être plutôt dovish, sous-entendu, c'est bon, c'est ok, par rapport à la dernière fois où il a été très hawkish, c'est bon, on est quand même dans le bon mood, voilà, ça avance bien, etc. Et je rappelle qu'il a une pression de malade mental, hein, puisque derrière, Trump regarde absolument tout ce qu'il fait. Et, Powell est censé être indépendant, certes, mais il a quand même la pression, évidemment, de Trump. Donc si le discours est sympa, à ce moment-là, on peut faire effectivement cette bougie d'avalement, voire un retournement structure sur Ethereum, sous-entendu déjà à minima casser cette petite distrib que l'on tient depuis le 5 janvier, qui est assez péchue, hein, elle est quand même assez énervée hein, contre Bitcoin. Ether se déprécie très violemment. Ici, bon, on a peut-être cet ABC en correction, on s'attendrait quand même ici, à minima, à ce que Ether propose
une forme de réaction, d'accord. Pour le moment, en tout cas, il reste dans cette structure un peu bearish de biseau, et voire même dans cette accélération, d'accord. Vous comprenez ici qu'il y a une forme d'accélération. J'avais, on va dire, cette tendance qui était pas incroyable, enfin, qui était déjà, pardon, autant pour moi, déjà violente, et celle-ci qui l'est encore plus, d'accord. Donc pour le moment, encore une fois, Ether, c'est pas joli, mais bon, voilà. Grosso modo, Ether contre le dollar. J'ai pas perdu mon daily non plus, ici. Pour le moment, je viens d'ouvrir en dessous, donc attention, il se pourrait qu'on le perde dans la journée. Et j'ai pas encore traité, on va dire, le 4 heures. C'est-à-dire, je ne suis pas revenu dessus. Pardon, si, excusez-moi. Je suis revenu dessus avant-hier. Oui, c'est ce qu'on... Pardon, on en avait parlé déjà. Mais globalement, voilà, j'ai pas dévié dessous, je suis pas vraiment allé dessous. Pour le moment, on reste dans cette espèce de canal, ici, là. Ça, c'était plutôt mignon, je dirais, l'accumulation là, et puis cette structure qui avait l'air assez boule, hein, finalement, mais finalement, ça s'est transformé ici en impulsion extrêmement puissante vers le bas. On passe de 3003, on perd 10%, hein, si vous préférez. Et là, on est en train de tergiverser sur le support 4 heures à 3000. Voilà. Donc, ce support, il a plus ou moins déjà été purgé ici. Ce que j'entends par là, c'est que ici, on a purgé toute la structure. Hein, vous le comprenez, quand on a fait ici ce plus bas, on a purgé un paquet de trucs. Venir à purger plus bas est possible, mais ça signifierait vraiment une énorme perte de force de Ethereum. Cela dit, nous, on a toujours dit qu'il y avait encore de la liquidité jusqu'à 2007 et que 2007 devrait proposer une réaction puisque c'était auparavant une résistance et elle n'a jamais, pour le moment en tout cas, été retestée comme il se doit. Désolé, un peu de redite par rapport à la vidéo d'avant-hier, parce que j'ai pas fait de vidéo hier. Il y aura pas de vidéo toute la semaine prochaine, je pars au ski. Enfin, toute la semaine prochaine, oui, c'est ça, oui, globalement, toute la semaine prochaine, je ferai pas de vidéo. Donc voilà, c'est comme ça, vous le savez. Et puis, n'hésitez pas à mettre un like, à aller voir le contenu de la description de la vidéo qui peut éventuellement vous plaire. Ouvrir des comptes éventuellement sur Bluffin, BitMEX, BitMEXi, Qcoin, voilà, tous ces BitGet, tout ce qui est proposé, hein, tout ce qui vous est proposé globalement dans la description de la vidéo et qui peut éventuellement vous intéresser. Personnellement, quand je regarde Ethereum, moi j'aime bien ce canal-là, parce qu'on accumule du short, hein, ici, vous le comprenez, on ne fait que ça, hein, depuis un certain temps. Ici, ça fait désormais... Il y a un short squeeze à faire sur Ethereum qui est phénoménal. Maintenant... ça va au spot, ça va fort au spot, et du coup, on laisse gagner pour le moment, en tout cas, au moins ces shorts. Et pour le moment, en fait, quand est-ce que Ethereum va se retourner? Quand on aura absorbé toutes les ventes au spot. C'est-à-dire que quand il n'y aura plus de vendeurs, quand on sera à un certain prix, où les vendeurs diront, non, moi je ne vends pas à ce prix-là. Ça, c'est une première chose. Et voilà. Et globalement... Assez souvent, la psychologie de ce genre de dynamique, qui est finalement une structure baissière, hein, comme ça, vous la voyez ici. Donc dans la psychologie, il y a un moment où il n'y a plus de vendeurs, et c'est ça que cherchent plus ou moins ceux qui travaillent sur les dérivés, on va dire, les contrats futurs, etc. C'est de trouver ce moment où finalement il n'y a plus de vendeurs, d'accord. Il faut bien comprendre ici que au moment, quel sera éventuellement le moment où, en effet, il n'y aura plus aucun vendeur, c'est une question auquel le marché répondra en se retournant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, dans ce passage sous la structure ici, on a mis quand même sous l'eau un paquet de monde, étant donné que on perd un support monumental, et que je pense que si je vous montre le point de contrôle un peu de tout ça... globalement, là, on est en dessous, et que l'endroit où il y a le plus de business, il est autour des 3300, justement. Si je prends un peu plus large, c'est-à-dire depuis le... alors, on va même prendre carrément depuis le bottom ultime, en octobre. On va prendre même un peu plus large, comme ceci, voilà.
Donc on va regarder un peu plus large hein, sur Ethereum, il n'y a pas de souci avec ça. Hop. Ici, point de contrôle autour des 1625, on a encore du monde en profit hein, depuis le plus bas. Et si jamais, en revanche, et ça peut être extrêmement intéressant, je me base sur globalement 3-4 ans, c'est-à-dire où est-ce que le point d'achat max, il est dans toute cette zone, vous comprenez qu'à 1005, on a pas mal de monde. Globalement, on a pas mal de monde, là on est sur un node de volume profile qui se trouve à peu près par ici, et grosso modo... extrêmement peu probable qu'Ether perde 2000. Et je dirais même extrêmement peu probable qu'il perde 2675. On le voit sur le volume profile ici, on le voit par là. Il y a quand même eu du volume ici dans ces zones-là. On a des petits creux, hein, effectivement, on a des petits gaps dans la valeur. Et je trouve, c'est mon avis, après ça n'engage que moi, mais je trouve que quand on regarde le gap 2875 à 2007 en est un. C'est-à-dire que c'est un endroit dans lequel on a traversé assez rapidement à chaque fois. Même s'il y a quand même eu du business, vous voyez que quand on regarde... Alors il faudrait pour le coup prendre un index, hein, parce que là je regarde vraiment que le contrat futur sur BitGet, c'est un petit peu dommage de ne regarder que ça, mais en soi on doit avoir à peu près les mêmes résultats. Voilà, pour moi 2007 serait vraiment un endroit où il y aurait... un potentiel bottom qui se pose et ça me paraît cohérent par rapport à la structure de monter en escalier, c'est-à-dire vous voyez ici toute cette correction là qui pourrait finalement sauver les meubles si jamais on allait à 2007 et nous donner sur trend, hein, on est à peu près sur trend ici, il faut le comprendre, hein, quand je regarde ici ce qui se passe là sur la verte, on serait à peu près sur trend si on y va, et nous donner une continuation de la structure haussière de fond, hein, qui est celle-ci, d'accord. Donc voilà, je trouve en tout cas que ça aurait du sens. Est-ce qu'on a fait un nouveau plus haut ici? Oui, je crois. Hein. Oui, on a fait un plus haut, je crois. En tout cas, sur les futurs, c'est... Oui, je pense. Bon, c'est pas dramatique si c'est pas le cas. Voilà un peu l'idée. Si jamais on arrive à faire ça, c'est-à-dire ça, hop, ou avant, il n'y a pas de souci. Si on le fait maintenant, même, ça me va, moi, c'est bon, j'achète. Mais globalement, vous avez cette très jolie épaule tête épaule en correction ici, qui peut éventuellement vous dire que le prix pourrait avoir éventuellement envie de se diriger vers les... je pense que du coup, on est autour des 7-8 000, 8209 si je me trompe pas, si j'ai pris la bonne... peut-être pas, hein. Peut-être un peu plus bas, autant pour moi. Ici, tac, point de cassure, on va dire, ce serait par là. Allez, 7615, target flag ici, ça correspond à pas mal de choses auxquelles on peut éventuellement s'attendre sur Ethereum, si tout va bien. Donc voilà un peu l'idée sur Ethereum, on a un peu développé, c'est bien. Ça fait plaisir de dézoomer de temps en temps, et puis de revoir un petit peu sa copie. Et le total 3, je sais pas ce que ça a donné ces derniers jours, j'ai pas trop regardé. Je regarde pas trop mon wallet, moi, hein, dans ce genre de moment où on sait pas trop en fait où on va. Pour le coup, si vous regardez vos wallets, faites-le plutôt en Bitcoin, hein, j'ai envie de dire, au moins vous verrez si vous surperformez Bitcoin ou pas, mais voilà, globalement, sinon... Alors, c'est plutôt moche sur le daily à la perte de cette accumulation-là. Et en 4 heures, bon, on est de retour sur le support qui est au 23%. D'accord. C'était un peu ce qu'on avait dit, 26 janvier, 27, 28, 29. C'est bizarre. Ah oui, si, on en a parlé dans la vidéo d'avant-hier. De la perte de cet accu et de cet élargissement. Pour le moment... Je dirais que même sur la dominance, hein, on peut le voir comme ça. Pour le moment, 1, 2, 3. Attention à ce qu'on ne fasse pas 4, 5 retours sur le support ultime ici, hein, au 22. Si on fait 4, 5 dans cet élargissement. Si jamais on pète en premier vers le haut, bon, on peut estimer que pour le coup, ce serait, je pense, la zone des 27. Hein, c'est-à-dire ici, ce qu'on avait là, plus ou moins, qui serait à venir chercher. Sous-entendu, est-ce qu'on fait une flat derrière? Est-ce qu'on refuse vraiment à cet endroit-là? Ou alors est-ce qu'on continue? C'est un peu la question. Pour le moment, en tout cas, ça s'est altéré, d'accord? C'est-à-dire que la structure est altérée sur la dominance. Ici, j'ai un plus bas, j'ai un plus haut. Ici, j'ai un plus haut. Ici, j'ai un plus haut qui est plus haut que le précédent. Et là, vous voyez que commence un petit peu déjà à construire le support, certes. Mais étant donné qu'on perd ce creux majeur ici, eh bien, la structure est littéralement altérée. Maintenant, Bitcoin aime bien faire ça, et sur de la dominance,
entre guillemets, un alignement ici sur... Enfin, finalement, une mise à plat, hein, puisque c'est un peu ça qu'on est en train de voir. Ici, j'avais une poussée qui se ralentit et qui se met à plat. Comme ça, c'est pas... C'est plutôt courant, voilà. Il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, voilà, retour sur le support vert, là. Alors, je sais plus dans quel TF il est. On dirait un 15 minutes, mais ça me paraît vraiment tout petit. Ah bah si. Si. C'est beau, hein alors pour le moment, on n'a pas... Mais je pense que si, dans l'historique, c'est bon. C'est ce qu'on avait à peu près. Donc, ouais, vous voyez qu'en 15 minutes... Pourtant, on parle de la totalité du marché altcoin. Et pourtant, on parle de dominance, quoi, uniquement. Pas de prix. Ce support des, du coup, 23,3% au niveau des alts, il a vachement de sens en 15 minutes, y compris dans une petite TF, ok. Les news. Alors, les news, le fondamental, on a eu ces sorties-là sur les ETF Bitcoin. Ça, c'était avant-hier. C'était hier, pardon. Non, 27, pardon. C'était avant-hier. Donc moins 500 millions, c'est pas mal quand même. Hein. On avait eu des fortes entrées entre-temps, donc voilà. Et moins 136 sur le Bitcoin ETF. Google qui dit qu'il sera OK pour changer le nom du Golfe de Mexico en Golfe des États-Unis si le gouvernement fait effectivement ce changement. On a en ce moment, et au travers de Trump, bien évidemment, un côté complètement mégalo des États-Unis qui risque à terme de leur porter préjudice. Mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo. Personnellement, je suis quand même plutôt, on va dire, pro-Trump, en tout cas dans ses propositions. Il n'y a pas de souci avec ça. Surtout sur la crypto, hein, on va pas se mentir. Mais je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes en ce moment, qui sont en train de se mettre en place. Pour celui qui veut avoir une vision à 30 ou 40 ans, il y a des choses assez intéressantes. On va en parler après, un petit peu plus tard dans la vidéo. Manu, on ne sait pas si c'est Manu, mais globalement, ici, la France qui considère que, alors qu'à un moment donné, il était notre ami CZ dans les petits couloirs de l'Elysée, et, il avait lancé, il y avait un investissement, je crois, de 1 milliard hein, sur le sol français. C'était pas plus tard qu'il y a 2-3 ans. Hein. Ils avaient eu leur accord AMF de manière extrêmement brillante et rapide. Peut-être grâce à ces promesses d'investissement-là. Là, d'un coup, revirement. Alors, on est habitué à ces girouettes hein, de Macron, ce côté un peu girouette de je fais un truc, mais complètement à contre-temps. C'est-à-dire qu'il fait toujours en permanence un petit peu... finalement l'inverse des États-Unis ou l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Là, en tout cas, il est complètement à contre-courant, hein, puisque CZ, il a plus ou moins déjà payé aux États-Unis. Je pense pas qu'il ait encore du pognon à filer à la France, et je pense pas que ça attire une quelconque exchange, ça donne une quelconque envie à ne serait-ce que une entreprise crypto, même franco-française, de se monter en France, cette histoire. Mais bon, voilà. Le tracker, donc ça, vous avez un lien hein, dans ce tweet qui vous explique quels sont les États qui finalement commencent à rentrer des lois qui sont favorables à une réserve fédérale de Bitcoin. Donc je trouvais ça suffisamment intéressant pour le poster. Pendant qu'il y a un combat entre DeepSeek, OpenAI, et on va en parler aussi désormais Alibaba qui a lancé également son IA. Nous en France on sort Lucie qui raconte n'importe quoi, qui est complètement possédée. Lucie qui est une IA qui ne marche pas, hein, donc vous lui dites qu'elle a tort et du coup elle s'excuse et elle reprend votre réponse. Enfin, elle n'a aucune autocorrection contrairement à ce que... Enfin, elle a une autocorrection mais elle vous fait confiance à vous, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Et donc du coup elle en arrive à dire que effectivement c'est Pollux du Manège Enchanté qui était président, qui était président sur le dernier mandat. Donc voilà, c'est à ça que servent vos impôts. C'est triste, c'est très triste. Surtout que Lucie, je crois que c'est un projet qui en plus est censé être utilisé dans les écoles. Donc voilà où on en est un peu. Hein. Et alors ça, pour le coup, j'ai été un peu cinglant quand j'ai fait ce riposte. Des troupes françaises au Groenland pour faire face à la menace des États-Unis. Hein, la France qui a proposé au Danemark
d'aller stationner des troupes militaires européennes et françaises avec le ministre des Affaires étrangères, je sais plus, Barrot son nom, je sais plus ce que c'est. Ils sont tous un peu inconnus au bataillon en ce moment. Mais lui, on l'avait. Barrot, voilà. Euh, Alors en soi, il y a ce côté un peu effectivement Gorafi, c'est-à-dire, bien sûr, oui, évidemment, on va aller se battre au Groenland contre les États-Unis, évidemment. Il y a ce côté un peu comme ça, mais en même temps, moi j'ai une vision de l'Europe à 25-30 ans où elle est totalement anti-atlantiste. Je sais, il faut vraiment avoir une lecture de l'histoire très dialectique pour penser comme ça. Mais c'est mon cas. Moi, j'aime bien quand on pousse quelque chose à outrance, me dire qu'en fait, c'est totalement l'inverse qui va se produire. Hein. C'est une manière hegelienne un peu de voir l'histoire, assez marxiste, même si c'est pas du tout mon fond de pensée, plutôt dans la raison de l'histoire, voilà, et la manière dont se développe l'histoire, qui est de dire finalement, l'être humain, il aime bien tester quelque chose et son contraire, et si effectivement on cherche un sens à l'histoire, ça va être, voilà, beaucoup de polythéisme et ensuite beaucoup de monothéisme et puis ensuite on va dire beaucoup de monarchie et puis ensuite beaucoup de démocratie et ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin voilà, tout fonctionne, tout a tendance à évoluer vers son contraire au travers de remises en cause et si on trouvait une théorie du chaos, elle serait plutôt, en ce qui concerne en tout cas les sciences humaines et la partie humaine de l'histoire, si on essayait d'y trouver plus ou moins une règle, ça serait tout simplement que les choses évoluent plus ou moins vers leur contraire qui s'attire à un moment donné, qui crée un moment de chaos et que ensuite voilà, les choses reviennent dans l'autre sens. Pourquoi je parle de ça? Parce que on commence peut-être, hein, c'est peut-être ces histoires-là de prémices, mais que Trump soit président, que Macron en ce moment soit président en France, etc., c'est pas ce qui m'intéresse sur le fond. Ce qui m'intéresse, c'est le côté culturel des choses. C'est-à-dire, on commence à avoir une Europe qui dit aux États-Unis qu'elle va trop loin, alors qu'avant, on était totalement dans l'assujettissement. Et donc, du coup, j'ai une manière de traiter un peu à la blague cette news-là, mais je trouve qu'elle a aussi un fond qui est peut-être en train de nous dire, mais en fait, peut-être que l'Europe a été créé comme le petit chien des États-Unis au départ. En tout cas, c'est ce vers quoi elle a évolué, et que pourtant elle s'est créé les outils de contrer le dollar, notamment l'euro, etc. Elle n'a pour l'instant jamais eu les outils politiques d'exister. Et avoir les outils politiques, c'est avoir une monnaie forte, une armée, et une politique ensemble. Hein, voilà, quelqu'un qui parle et qui dit non mais nous ça va se passer comme ça, et puis c'est tout. Pour le moment, tout ça a été très atlantiste, effectivement, mais je trouve qu'il commence à y avoir des distorsions qui sont intéressantes, et encore une fois, j'en ai rien à cirer que ça soit Trump qui est président là, ou ceci, ou cela. Ce qui m'intéresse, c'est le côté culturel d'un moment où, effectivement, il y a une petite séparation qui commence à se faire, effectivement, entre les deux. Et je pense qu'il va y avoir une montée du populisme, effectivement, en Europe, comme c'est à prévoir. C'est-à-dire que, sous-entendu, on va dire, si aujourd'hui vous regardez un peu les Orban et les Mélanie, ça va être globalement légion au sein de l'Europe, mais que l'Europe ne peut pas d'une certaine manière éclater, on est déjà allé trop loin. Est-ce que l'Europe peut devenir une fédération? Je ne sais pas. Par contre, je pense que l'Europe, à un moment donné, va se renouveler et que ça va être, comment dire, quelque chose qui va être... parce que beaucoup d'entre nous pensent que justement elle va s'écrouler totalement et potentiellement même disparaître. C'est possible. Mais à l'inverse, moi je pense que les États-Unis ont créé cette espèce de Léviathan, ce monstre sous-marin qu'ils ont créé dans des tas de pays en fait, comme étant d'abord assujetti à eux et qui ensuite s'est retourné contre eux. On peut penser à, je sais pas, Al-Qaïda, on peut penser à des tas d'endroits, typiquement les Moudjahidines qui sont derrière devenus les talibans. Enfin, c'était un peu plus compliqué ça, mais bon, voilà, vous comprenez un peu l'histoire, qui était au départ pour gagner la guerre d'Afghanistan contre l'URSS et qui finalement se sont retrouvés dans une nouvelle guerre, etc. On peut parler de Saddam, hein, qui a été aussi un moyen de faire pression sur l'Iran à un moment donné, on lui vendait beaucoup d'armes, etc. Et puis Saddam Hussein, c'est devenu le persona non grata, et que donc finalement, à un moment donné, ça est devenu la menace, hein, vous comprenez ici, et ainsi de suite. Donc je pense qu'à un moment donné, on va peut-être rentrer dans cette confrontation euro-atlantiste, qui va être peut-être intéressante. Si à un moment donné, on se rend compte qu'en fait, finalement,
c'est un peu con à dire, mais que finalement on est sur le même continent que la Russie, qui a des ressources qui sont inouïes, que nous on est quand même un pays de finances, de services et de tourisme, et puis qu'on a quand même des idées, hein, on a quand même une forme d'éducation qui est peut-être un petit peu quand même assez aboutie, même si c'est plutôt en train de se dégrader. Et qui serait peut-être intéressant de faire une Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok, comme disait De Gaulle, et que là, pour le coup, c'est tout à fait et typiquement ce que les États-Unis ne voudraient pas, puisqu'on se retrouverait avec un méga continent en face d'un méga continent, et certains pourraient peser dans la balance pour l'autre. Et imaginons que les liens avec la Chine continuent de se rapprocher entre la Russie et la Chine, bah, la Russie pourrait être une plaque tournante de tas de choses au niveau terrestre, etc. Et c'est plus ou moins ce qui est en train de se dealer quand même sur les grandes routes, hein, qui sont en train de se faire. N'oubliez pas ici que en ce moment, voilà, la Chine récupère quand même le côté thalassocratique des États-Unis, mais la Russie est en train de récupérer le côté continental. Qui serait assez intéressant. Maintenant, en Europe, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. La Russie a du pétrole, et donc voilà, ça pourrait être... et d'autant plus que, on va dire que là où finalement, quand on n'avait pas de pétrole avant, bah, on avait des colonies, excusez-moi du terme, hein, mais voilà, c'est ce qui s'est passé, hein, d'une certaine manière. On avait tout un côté post-colonial, hein, avec les Elf et Total, etc. et compagnie. Et qu'à un moment donné où Total se rapproche de la Russie, bah, c'est de Marjorie, je crois, se prend une déneigeuse au décollage de Moscou. Donc voilà, il y a des choses qui ne sont pas censées se faire, qui vont probablement se faire finalement peut-être plus rapidement que ce qu'on pense. Voilà, désolé pour ce billet géopolitique, c'est un avis, ça reste vraiment un avis, et encore une fois, et ça reste un monologue, donc du coup, voilà, si vous avez des arguments pour me dire que c'est pas du tout ce vers quoi on va, ça peut être intéressant. Moi, je pense que les institutions européennes vont peut-être réussir à se renouveler dans les 25-30 prochaines années, et que effectivement l'euro aura peut-être un rôle à jouer, etc. Et que tous ceux sur lesquels dernièrement... Alors il manque un leader évidemment, mais tous ceux sur lesquels dernièrement on a buté, en fait, en étant pro-atlantiste, on n'a pas du tout réussi à tirer notre épingle du jeu. Ça aurait été extrêmement intéressant, bah, du coup, par rapport au conflit ukrainien. Et ça, Hollande a pas eu les couilles. Macron a encore moins eu les couilles, etc. Mais ça aurait été vraiment intéressant de se poser tout simplement en médiateur, mais en vrai médiateur, pas simplement en médiateur atlantiste, mais en médiateur réellement, c'est-à-dire en force de proposition, avant que ça sente le roussi de ce côté-là, et qu'on se retrouve avec une guerre à nos portes, financée par les Américains, et qui finalement fait totalement imploser l'Europe, en tout cas ce qu'il en est sur ces X dernières années. Le Brexit, pour moi, est typiquement le moment, le moment où ça change. D'accord, la guerre en Ukraine, bien sûr, mais voilà, c'est typiquement ce divorce entre... peut-être qu'un jour, on pourra le dater comme ça, mais le Brexit correspond pour moi à ce tipping point du moment où peut-être que l'Europe se désolidarise des États-Unis. Le moment, le paroxysme derrière de l'atlantisme, c'est la guerre en Ukraine. C'est le moment où finalement l'Europe accepte que Nord Stream soit détruit, que ceci, cela. Donc en fait là on passe, c'est plus le tipping point, on est carrément dans le paroxysme, le climax de cet atlantisme, et qui derrière va se transformer en anti-atlantisme de manière dialectique. On est sur des cycles de 25 ans. Maastricht, c'était 92. 92, ça fait déjà un petit moment. Oui, non, on est un peu plus... ouais, voilà, on est peut-être plutôt du 33 ans. 33 ans, mais voilà, peut-être que ça va aller dans le sens dont je vous parle, peut-être pas. Voilà. Retour un peu d'afflux, hein, sur 18 millions sur l'ETF Bitcoin, ça c'était pour hier, et 0 sur l'ETF Ethereum. Alors ça c'était plutôt un billet d'humeur sur les poubelles RFID. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais vous êtes vraiment complètement stupide ou quoi, les gars? C'est-à-dire qu'il y a un coût d'installation de ces trucs RFID qui, je pense, va littéralement coûter peut-être même 50% de ce que ça va rapporter. Derrière, les Français sont des Français, hein, donc ils vont éviter la surtaxe et ils vont faire des dépôts sauvages. Le hacking, le RFID, c'est le truc le plus facile à hacker qui soit. Donc s'il y a un compteur moi, sincèrement, en quelques minutes,
Je vous garantis que sur le Darknet et ou sur vous aurez le moyen de gruger cette histoire et de remettre avec votre téléphone, alors peut-être pas le téléphone, mais des petites puces RFID, des petits programmeurs RFID, c'est assez facile à trouver. Donc du coup, ça sera extrêmement facile à faire. Et puis le voisin, si jamais ça ne s'ouvre pas, hein, peut-être que vous allez avoir un bip pour ouvrir votre poubelle. C'est-à-dire qu'il y a en plus, il pense à un mécanisme de lock. Je n'ai pas vu ces poubelles, j'ai pas vu, enfin je me suis pas renseigné, mais en tout cas, quelle connerie, mais quelle bande d'abrutis, mais c'est vraiment incroyable. Alors que le truc serait tellement simple de simplement dire, ben on lutte contre le suremballage à la source, c'est-à-dire que on va pas mettre des yaourts dans un plastique et puis du carton et puis du machin et puis du truc et puis voilà, c'est réglé quoi. Je veux dire, moi j'hallucine de combien on sort de poubelles. Nous, une famille de, voilà, on est les petites familles normales françaises, combien on sort de déchets effectivement à l'année, c'est complètement hallucinant. En tout cas, combien de fois, je dirais que ouais, je sais pas la quantité, mais j'hallucine. Alors que c'est pas nous, c'est pas notre faute quoi. Voilà, c'est juste nous on consomme comme on nous dit et puis on fait les choses normalement. Central Bank check et ça sera jeudi qui va se réfléchir à allouer 5% de ses propres réserves en Bitcoin. Donc peut-être avant les États-Unis. Check, j'y suis allé il y a pas longtemps, plutôt effectivement pro-crypto et bon délire dans l'esprit, un peu trop froid pour moi, ce serait pas vraiment un endroit où j'aurais envie d'aller là tout de suite. Mais voilà, pensée positive du jour, alors il y a un peu d'humour noir dans ce que je dis, mais en fait sincèrement si vous voyez les choses comme ça, il y a des fois où ça peut effectivement vous faire un petit déclic, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul vrai problème dans la vie, c'est qu'effectivement on va tous mourir à un moment. Et parfois, quand vous avez ce genre de problème, alors bon, oui, c'est triste, on va tous crever, mais voilà, vous vous dites, bah, en fait, c'est vrai que le seul vrai problème en soi, c'est la mort. On parle parfois de la santé aussi, mais vous comprenez ici, bon, d'une certaine manière, je trouve que ça peut. C'est vraiment ce genre de choses aussi qui, des fois, crée des petits déclics de se dire, mais pourquoi je me plains en fait c'est quoi le problème. Voilà. Alibaba, ça tombe bien, j'en ai plein. Et qui, en ce moment, est en train de littéralement exploser par rapport au Qwen 2.5 Max, qui est l'IA qu'ils ont effectivement sorti. Alors, en ce moment, il y a pas mal de choses qui sortent également sur les IA, notamment, alors je ne l'ai pas retweeté, je pensais l'avoir fait, mais c'est pas grave. Certains qui disent, en fait, finalement, à la fois DeepSeek et là, pour le coup, Qwen 2.5, donc toutes les IA chinoises, sont en train de piquer la recette et des secrets de fabrication qui appartiennent à OpenAI, normalement, pour tout simplement faire leur IA propre, etc. Il y a aussi d'autres gens qui disent non mais attendez, ce qui se passe c'est qu'en fait les Chinois ont des puces Nvidia, mais comme il y a un embargo, on peut pas trop en parler. On parle de 50 000 puces pour le V3 de DeepSeek, pas la R1 mais le V3, et la Qwen 2.5 on ne sait pas. Mais voilà, ça c'est une autre question aussi. Et également, on sait que de sources sûres que les Chinois, au travers de SMIC, Semiconductor Industry China, Incorporation China, enfin un truc comme ça, commencent à pouvoir produire des semi-conducteurs et donc commencent à pouvoir tout simplement avoir leur propre puissance de calcul. Maintenant, effectivement, en ce qui concerne DeepSeek, il y a besoin de moins de puissance de calcul, c'est un fait, ça a été plus ou moins prouvé, il y a besoin de moins d'argent, donc ça remet en cause beaucoup de choses du côté des IA, effectivement, entre guillemets, américaines qui sont sorties. Je profite pour vous dire de pas hésiter à venir sur le Discord, 2065 abonnés, c'est pas suffisant. Ça n'augmente pas suffisamment, donc du coup n'hésitez pas, et bien sûr je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne, affiliation comprise, donc tout ce que vous pourrez trouver en description de la vidéo, sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On pense qu'on va passer assez vite sur les... Alors Cynthia Lumich, là cet article c'est une coquille vide, il n'y a pas vraiment il est assez creux. Ici Gary Gensler qui visiblement retourne au MIT, il lui aura fallu 9 jours pour se recaser, tant mieux pour lui. Crypto.com qui va délister USDT, et les clients auront jusqu'au 31 mars pour changer. Je pense que BitGet va faire de même dans pas longtemps, et que pas mal d'autres vont faire de même. La Fed qui va garder les taux là où ils sont, et on va dire brace c'est comme quand un avion s'écrase et que vous brace,
Ici, CNBC, ça ne marche pas, mais c'est pas dramatique. Ok, ça marche. Oui, alors l'Allemagne qui a énormément baissé ses perspectives de croissance. On est passé de 1,1% de croissance à 0,3%. Encore une fois, je pense que au niveau du leadership de l'Europe, justement, pour moi, il sera potentiellement bien plus allemand que français. Easy money will be driven. Bon, alors, des investisseurs du Big Short, donc je pense que c'est comment il s'appelle, Michael. Two Former Big Short. Bon, vous connaissez ce film, Michael. J'ai un trou de mémoire sur Burry, Michael Burry, non, je crois que c'est ça. L'argent facile sera drivé par Trump et le dollar, c'est-à-dire plutôt sur l'obligataire, d'accord, hein, plutôt sur les bons du trésor que par l'intelligence artificielle. Donc visiblement les gens du Big Short qui sont toujours short. Voilà, donc visiblement plutôt des copains de Michael Burry qui penseraient plutôt que le salut viendra du marché des bons plutôt que donc plutôt un dollar qui s'apprécie que de l'intelligence artificielle. Personnellement, alors je vois pas l'intelligence artificielle comme la prochaine bulle nécessairement. Je pense qu'on est déjà dans cette bulle là. L'aspect intéressant, c'est assez difficile, je pense, de voir où on sera dans 2 ou 3 ans déjà pour le moment. Il faut quand même avoir une thèse d'investissement, hein, bien évidemment. Vous connaissez la mienne puisque je vous la donne un petit peu tous les jours. Mais en soi, je ne suis pas forcément dans l'obligataire et dans une énorme force du dollar pour les prochaines années. En tout cas, c'est pas mon avis. On a fini sur le fondamental. Je vous rappelle que demain, il y aura le GDP. Tout à l'heure, on a le FOMC. Donc, ça n'est pas un groupe de funk, le funk. Mais c'est plutôt notre influenceur préféré, Jérôme Powell, qui va nous faire un petit discours, un petit live sur Twitch tout à l'heure pour éventuellement nous dire ce qu'il en est. Derrière PCI, ça sera pour vendredi. Les liquidités. On a liquidé 300 millions sur les dernières 24 heures. Vous voyez plutôt du long, hein, la map elle est quand même bien verte. Globalement 100 millions sur donc le tiers à peu près sur Ethereum. Effectivement beaucoup plus de long hein, que de short puisque 226 millions ont été liquidés sur du long. Carnet d'ordre, donc bon, on a tous ces ordres ici qui ont été servis à l'achat. Ici, je note cette très belle défense qui finalement n'a pas été touchée malheureusement, mais qui correspond quand même grosso modo à peu près 500 bitcoins. Hein. Chaque barre jaune, c'est 100 bitcoins à peu près. Ici, je vois aussi que ce qui avait été acheté là voudrait être acheté à nouveau si on y retourne. Donc ça, c'est plutôt du bon sentiment, je dirais. Par contre, ça a disparu. C'est dommage. Ce serait bien que ça reste. Et je vois pas nécessairement d'ordre qui se rajoute et qui reste, hein, pour le coup, si ce n'est celui-là et celui-là. Depuis qu'on a fait ce dip et qu'on se reprend. Moi, j'aime bien quand me dire, bon, ok, on a peut-être quelque chose de haussier qui est soutenu et tenu par en dessous, hein, c'est littéralement supporté, on peut le dire comme ça aussi, et bien par des gens qui courent après le prix hein, et qui s'inscrivent dans le carnet d'ordre pour tout simplement venir acheter. Pour le moment, c'est pas tellement le cas. Marché en levier, on n'a pas touché ce point-là, qui était pour moi un point à venir chercher, et ça s'est énormément excité sur le funding, donc ça c'est intéressant. Énormément excité. Alors je vais quand même faire un refresh pour être... marché en levier, donc on n'a pas pris ce point-là, je disais, bon, pas dramatique. Je trouve qu'il y a beaucoup de divergences entre l'open interest et le prix. On en voit une notamment ici, et on en voit une autre là. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, une divergence comme ça? Ça veut dire que
beaucoup se désintéressent un petit peu. Il y a une perte de l'open interest, l'intérêt ouvert, hein, d'ailleurs, le nom est bien foutu. Mais globalement, ces divergences-là, malgré une augmentation du prix, nous disent que l'intérêt est de moins en moins forcé sur la crypto. Plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire que, y compris sur les rebonds, on a moins de longues à chaque fois qu'ils viennent à rentrer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on aime bien aussi qu'il y ait quand même de l'intérêt pour un marché, bien évidemment, et donc du coup c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Sous-entendu, on a des institutions qui sont peut-être en train de se désintéresser un petit peu, maintenant que Trump est en place, et que voilà, donc il y a moins d'intérêt à faire le trade, qui était le trade du moment. Ce que je peux dire aussi également, c'est que ici, on avait énormément de shorts, ça c'était dans la journée d'avant-hier, on avait dû le dire, mais ça a déjà été nettoyé, puisque j'avais une structure qui montait et j'ai un funding qui descend. Ici, j'ai lancé pas mal de longues, visiblement, sur ce mouvement-là. Il a été corrigé depuis, donc pas de souci. Ici, beaucoup de shorts aussi, ça a été pris aussi. Après, bon, il faut bien comprendre, 102 000, on est monté à 103 et quelques, globalement, on a liquidé x100 et x50. S'il y a du x25, il est encore là, il est légèrement au-dessus. Donc on est peut-être en train de pousser un peu le prix. Ici, je trouve qu'il y a du long là-dessous. Puisque j'ai aussi là-dedans une forme de divergence entre ce que me dit le prix et... vous comprenez ici que j'ai un prix qui diminue, mais j'ai un funding qui augmente. Hop, derrière c'est l'inverse, beaucoup de divergences décidément. Donc là j'ai du short, il a été très légèrement pris là, mais enfin en tout cas on est venu en sortir une partie, mais je pense qu'on peut quand même mettre un point ici en short à venir chercher, parce que c'est cohérent. Derrière j'ai du long encore là-dedans, beaucoup de divergences. Même, en gros, vous voyez ici que le prix descend, mais le funding reste à plat, d'accord. Et même chose ici, j'ai du short du coup au-dessus. Donc malheureusement, il n'y a que des divergences quasiment, ce qui nous donne un endroit où tous les niveaux de price action sont shortés et longués. Donc voilà, malheureusement, on va dire que l'information elle n'est pas ouf de se dire il va falloir qu'on passe au-dessus ou au-dessous de la structure. Voilà, quand il n'y a que des divergences, c'est aussi peu intéressant que quand il n'y en a pas du tout. Voilà. Et en ce qui concerne iBlock, eh bien, iBlock, du coup... Alors, peut-être un petit peu de... Pour le coup, iBlock ne voit pas nécessairement énormément de longues. En tout cas, pour lui, ils ont été pris à tous ces niveaux-là. Alors que moi, j'en vois. D'accord, donc ça, c'est intéressant. Il en voit plutôt sous la structure, c'est-à-dire sous les 97,5. Il voit plutôt du short à venir chercher éventuellement autour des 105, d'accord, à ce stade. C'est le jour de FOMC, donc les petites raquettes qui viennent tout prendre, il y a des bonnes chances quand même que ça arrive, d'accord. C'est-à-dire que dans la même journée on fasse 95 et 110 ne serait pas excessivement étonnant, d'accord. Peut-être avec demain, si on compte peut-être avec demain, imaginons Powell ce soir, il est plutôt hawkish, à l'inverse de ce que je disais en début de vidéo. On descend du coup sur 95, on nettoie bien, et demain il y a un bon GDP par exemple, et on remonte tout de suite à 110. Pourquoi pas. Donc sous la structure, on voit qu'effectivement il y a un petit peu de monde sous 98 dorénavant. On est en train de créer cette petite boîte de liquidité ici, et puis on voit que ce qu'il y a à prendre sur la One Week, en tout cas, il est plutôt au-dessus. Je rappelle que la liquidité à 95, elle date de désormais une quinzaine de jours. Alors ça veut pas dire qu'elle n'est plus là, mais ça veut dire que elle est moins conséquente que ce qu'on pouvait avoir précédemment. Maintenant, vous voyez qu'on a nettoyé ici dans la One Week toute cette boîte. Il reste cette boîte et il reste cette boîte. Et globalement, vous avez un funding qui est neutre. Admettons qu'on ne prenne en compte que ce qui s'est passé dans le mois dernier, ce qui sur les dérivés, ça veut dire qu'on fait fi de tous les traders de position, peut-être un petit peu... Allez, mettons 6 mois. Parce que 6 mois, on n'a plus beaucoup de traders de position qui sont en position depuis plus de 6 mois, je dirais. En tout cas, si c'est le cas, c'est vraiment du reliquat. Il faut bien comprendre que 88 à 83, ça serait vraiment en cas où on a vraiment un gros besoin d'aller vraiment puiser de la liquidité, puisque je rappelle que ça, c'est des reliquats. Je me tue à vous expliquer tous les jours que iBlock n'est pas dynamique. Il ne prend pas en compte toutes les positions qui ont été fermées. Il vous dit juste, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a été ouvert là. Et voilà. Et derrière, on va dire que le dynamisme du funding...
ne se fait pas sur iBlock, mais c'est ça qui fait sa force, en tout cas je trouve. C'est vraiment mon avis, c'est pour ça que iBlock est intéressant. Ce qu'on peut voir ici quand on dézoome un petit peu, bah, c'est 95, il y a quand même du sens à y aller, d'accord? Parce que pour le coup, ça c'est frais, d'accord, hein. Vous comprenez ici que si je regarde en arrière, ça a plus ou moins 15 jours. Donc voilà, donc ça c'est moins du trader de position que ça. Et si je vous prends par exemple dans l'idée, vous voyez qu'ici on était le 5 décembre, on a attendu jusqu'au 13 janvier, donc à peu près un mois, 4 ou 5 semaines, pour venir chercher cette poche qui petit à petit, au fur et à mesure qu'on venait titiller les niveaux, était en train de grossir, d'accord? Donc là, le petit, à force de taper sur un support et de rebondir dessus, le gros de l'idée, c'est quand même qu'on vient percer le support, prendre la boîte de liquidité et puis aller au-delà. Donc globalement là, il y a énormément de monde à 107 là, typiquement, et c'est ce qu'on a parlé aussi. C'est ce dont on a parlé en début de vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup de monde à 105 et beaucoup de monde à 107. Là, en l'occurrence, il les voit plutôt à 106, 107, 108, légèrement au-dessus, 110 et désormais jusqu'à 111 ou 112. Et je trouve que cette boîte de liquidité qui a une quinzaine de jours, elle est toujours d'actualité pour moi. Voilà, on peut pas se dire ok non c'est bon, elle est trop vieille. Je trouve qu'elle est encore super actuelle. Et puis Ether, bah, il garde que du short au-dessus, il fait pas ses short squeeze, c'est ce que je vous expliquais aussi en début de vidéo. À chaque fois qu'il peut aller prendre du contrat en bas, il le prend. Il y a un moment où il se retournera, il va short squeezer à un moment donné ou à un autre, mais pour l'instant, il semblerait qu'au spot, en tout cas, il n'ait pas trouvé la fin, en fait, la fin des vendeurs. C'est-à-dire, si je regarde Ethereum au spot, il convient de se demander, hein, comment dire, à quel endroit les gens ne veulent plus vendre, quoi, d'accord? Pour le coup, c'est ce qu'on a dans une extrême séquence baissière, ce qui est plus ou moins le cas quand même, parce que là, on perd quasi 30%. Hein, je sais pas à combien on est exactement, mais on doit être à 27 ou 28. Pardon. On doit être facilement dans les 27 ou 28, je pense. « 29%. On perd 29%. Depuis le plus haut, donc, alors que vous le comprenez, BTC est quand même à peu près à 7-8% de son ATH. Donc voilà, la question c'est à quel moment à quel moment ceux qui voulaient acheter ont absorbé absolument tout ce qu'ils ont pu absorber et il n'y a plus de vendeurs, c'est-à-dire que c'est là que le prix se retourne. Quand on commence, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à courir derrière le prix, à se dire ah bah mince, ça y est, c'est reparti en fait. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, j'ai toujours du vendeur, y compris sur visiblement la zone des 3000. Alors, il y a des volontés d'achat, on le sent hein, quand même sur les supports. Je veux dire, ça c'est pas anodin de voir tout ça, toute cette zone être quand même massivement rachetée. Est-ce qu'on a besoin d'aller à 2007? Est-ce qu'on a besoin de couvrir toute cette zone-là? C'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté là vont devoir se trouver un petit moment sous l'eau avec, encore une fois, cette zone 2006 à 2008, dont je vous ai montré précédemment qu'elle était assez peu pourvue en volume profile. Ça, c'est la première question. Et si je vais sur Bitcoin et que je fais la conclusion de cette vidéo, c'est-à-dire le 15 minutes, et quelles peuvent être éventuellement la suite, quels peuvent être les différents scénarios, j'ai plusieurs choses sous les yeux là. D'abord, j'ai cette résistance, on l'a dit en 4 heures. Très joli triangle rectangle ici. Triangle rectangle, triangle ascendant, on appellera ça en chartisme plutôt. Figure plutôt haussière en général, plutôt une figure de bottom hein, qui nous dirait que hop, on va arriver à casser ça. Si on arrive à casser ça, on arriverait éventuellement à casser la distrib. Maintenant, je demande à voir si on est haussier comme ça en jour de FOMC et si on ne perd pas cette accumulation là, d'accord. Oui, c'est tout à fait possible hein, qu'on arrive à poser un bottom comme ceci. On les voit plus souvent sur Ethereum que sur le reste, ce genre de structure-là. On va voir. En tout cas, si c'était le cas, on ne devrait pas perdre cette trend-là. D'accord. Si on fait un triangle ascendant, en général, ça se fait plutôt en 5. Est-ce qu'on peut considérer que ça, c'est à peu près le même niveau que ça?
On fait une petite box de 1000 $, bon, pourquoi pas. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, et là on aurait fini et on serait prêt à péter. Target d'un triangle ascendant, en admettant qu'il casse et qu'il existe vraiment, parce que pour le coup, je suis un petit peu médusé là-dessus. Médusé pour plusieurs raisons. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi. Bah, à peu près 110, hein, à peu près la boîte de liquidité qui est en haut. Possible, vraiment possible. Hein. On en a beaucoup parlé, hein, d'ailleurs, à un moment donné, qui était de cette idée de dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une flat comme ça? C'est-à-dire venir chercher 99 plus tard? En fait, on est venu chercher 99 en premier, donc pour le coup, on est plutôt dans la config d'une zigzag. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est finalement, hein, pour la poser, parce qu'en fait, il faut toujours avoir plus ou moins une phrase qui résume un peu votre routine. Là, on vient de passer 1 heure, vous voyez, globalement, en fait, ce qu'on cherche, c'est des critères simples d'aide à la décision qui puissent, effectivement, normalement, théoriquement, chaque trade doit pouvoir s'expliquer en une phrase. Un peu comme si vous expliquiez à un investisseur votre projet de start-up, vous le croisez dans l'ascenseur et vous devez lui expliquer en moins de X mots votre projet de start-up, ce qu'on appelle un pitch elevator. Elevator pitch. Là, voilà, moi ce que j'aime pas dans ce triangle ascendant, bon, c'est déjà qu'il a, je trouve, bien nettoyé sa liquidité, on en parlait en début de vidéo, il est déjà venu chercher, ou presque, hein, ça on en parlait avant-hier, je crois, hein, de venir prendre quelque chose dans cet imbalance là-dedans, là, ça, et c'est fait, hein, pour moi, voilà, si je prends la vallée qui est là, ouais, c'est pas tout à fait fait, hein, c'est pas fait de fou, non, c'est pas fait, c'est pas touché, c'est pas propre. Si on voulait que ça soit propre, ça ne le serait pas. Mais, ouais, voilà un peu l'idée. Voilà, pardon, excusez-moi, du coup, je me recentrais un petit peu sur le concept. Triangle ascendant, moi je trouve qu'il est pas beau, mais en tout cas, on va l'exprimer comme ça, parce que c'est ce 4 heures et cet oblique qui parlent. Et finalement, on peut l'exprimer assez facilement en quelques mots et dire que c'est un triangle ascendant. La question étant, est-ce que ce triangle ici qui se transforme finalement en zigzag est terminé? Est-ce que ma zigzag est terminée? Et elle va me donner finalement cassure de cette distribution pour aller chercher la boîte de liquidité qui se trouve au-dessus. Si cette zigzag est terminée, je déclenche, du coup je peux déclencher éventuellement une forme de trade. J'ai le droit. Qui serait, en fait, ce que je vais chercher, c'est, je me dis, l'impulsion, la correction est finie, là-dedans, cette zigzag, que vous avez ici, impulsion, correction, impulsion, est terminée. Donc, elle n'a pas vraiment donné 95, ce à quoi on aurait pu s'attendre, mais voilà. Et globalement, j'ai le droit de viser, pour le coup, 120, c'est-à-dire reproduire l'impulsion qui s'est faite là, à partir du bas de la correction qui s'est faite ici, d'où l'idée que j'ai pris le bâton là, j'ai pris le mât et je l'ai reporté ici, d'accord? Ça, j'ai le droit de le faire, c'est d'ailleurs une bonne partie d'une manière de déterminer des targets, c'est de dire tout simplement, aujourd'hui il fera le même temps que ce qu'il a fait hier, j'avais une impulsion, j'ai terminé ma correction, donc l'anticyclone ici est dégagé, et donc du coup je vais avoir X jours de soleil comme on a eu l'année dernière par exemple. Enfin, c'est un très mauvais exemple, mais vous comprenez un peu l'idée. Et celui qui sera bien évidemment plus prudent, et vous comprenez ici que le critère de la décision, c'est la cassure de ce 4 heures, ou la perte de cette accumulation. Celui qui sera plus prudent pourra dire, non, en fait, je pense que là, j'ai une impulsion, j'ai ma correction qui se fait là-dedans, et je vais encore avoir une impulsion supplémentaire. Donc mon point d'entrée crème, mon endroit où vraiment c'est la crème, ça serait plutôt dans cette zone-là. D'accord ? Pour moi, c'est difficile à dire avant d'avoir vu casser l'un ou l'autre. Je pense, hein, c'est vraiment un avis, mais je pense qu'on va nettoyer 110 avant de nettoyer 95, parce que ça, c'est plus frais que ça. Mais je peux me tromper, et vous comprenez à quel point je suis dubitatif là-dessus. Et attention à un truc qui serait vraiment genre en mode faux ami, c'est-à-dire... En mode faux ami, ça serait quoi? Je vous le dessine comme ça, pour le coup, le côté dubitatif m'emmène à me méfier de ce genre de truc.
qui serait de faire typiquement ça. C'est-à-dire, boum, je viens finalement échouer sur le 15 minutes qui est au-dessus. Ce faisant, je dessine une zigzag vers le haut qui donne cette espèce d'impression que ça va être une cassure, alors que ça n'en est pas une, parce qu'en plus, elle prendra peut-être un caractère un peu impulsif. Et derrière, en fait, qu'est-ce que je fais? Hop. Eh ben, je reviens quelque part par là, et peut-être au 95. D'accord? C'est-à-dire, typiquement, impulsion, correction, impression d'avoir cassé totalement toutes les trends, etc., etc., mais refus finalement là-dessus, donc comme un SFP, une sorte de fausse cassure, et derrière ça aura l'air d'une mèche, hein. Mais dans ces cas-là, on serait refusé par ce 15 minutes-là, et par contre, ressource au 95 ou légèrement avant, c'est-à-dire soit on tient le 4 heures qui est là, pour le coup sur la ressource, soit on tient ce qui est là. Ça, je trouve c'est sexy aussi. Et que ça fait mal un peu à tout le monde. Voilà. Donc dans l'ordre, pour moi, scénario 1, et qui reste pour le moment mon privilégié, ça push à 110 direct, 120 je sais pas. J'irai après peut-être plutôt retest à nouveau des 100 000, et là 120, d'accord, 110, 100, 120, ça c'est quelque chose que je considère comme très probable. Et le scénario un peu le plus moche, hein, le moins propre, qui serait refus ici sur cette zone-là, je redégage, je reprends 95 pour le coup, et là, après, on aura un magnifique flag dont on pourra se dire qu'effectivement, il peut peut-être casser par le haut. Maintenant, il n'y a plus de liquidité, donc ça peut être mignon. Et je pense que beaucoup de choses vont bien sûr se tourner en fonction du fondamental. Pourquoi ça? Parce que si Powell nous donne un discours qui est super au quiche, c'est pas du tout cher d'aller chercher cette boîte de liquidité-là pour les market makers. Appelez-les comme vous voulez, la smart money. Vous leur donnez le nom que vous voulez, j'en ai rien à cirer, les costards cravates, les gros enculés. Vous les appelez vraiment comme vous voulez. Moi, je dirais que c'est plutôt la liquidité, voilà. Enfin, on va dire ceux qui jouent la liquidité, c'est-à-dire les institutions. Voilà, je parlerai plutôt des institutions, quelles qu'elles soient. Donc en l'occurrence... Voilà, ça c'est un peu la question du fondamental, qui est de dire, bah, si Powell il nous donne du nanana, ouais mais non mais moi c'est bon, l'inflation elle est super sticky, et là maintenant j'en ai rien à cirer que ça soit Trump ou pas, moi je vais faire mon job et on ira aux 2% et c'est tout, et pour ça je peux vous garantir que même par rapport à ce que je vous avais dit, donc tout ce que vous aviez pricé pour l'année prochaine, et ben en fait finalement on a discuté aujourd'hui sur le FOMC, et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va garder les taux encore plus haut, encore plus longtemps, pour être vraiment absolument sûr d'aller enfin finalement aux 2%, parce que l'emploi le monde de l'emploi est super fort et qu'on a l'opportunité de le faire, et que donc du coup 4,5, même à la limite, allez, on monte à 5% de chômage, ça nous va, il faut vraiment qu'on batte l'inflation et qu'on retourne aux 2%, un truc genre complètement au quiche. À ce moment-là, vous aurez un Bitcoin qui ira à 95 sans problème. Et c'est pas cher d'y aller, d'accord? Donc du coup, pour les institutions ici, bah, venir... Ils ont rien à faire, c'est pas cher du tout, ils ont même pas manipulé le spot, ça se fait tranquillement, en fonction de ce qui se passe et tout. Ils ont juste à pas acheter toute la zone précédente, et puis à s'inscrire dans la boîte de liquidité ici pour absorber tous les ordres qui sont là-dedans, ensuite en racheter suffisamment pour que le prix se retourne, et puis derrière, ça sera que du gagné. Donc le fondamental joue un rôle bien évidemment extrêmement appréciable, hein, dans ces cas-là, puisqu'il peut aider, sans trop dépenser de thunes, à ce que le prix aille plutôt dans le sens dans lequel il est facile d'aller. En revanche, on a un Powell qui botte en touche un petit peu sur toutes les questions, qui est assez évasif et qui permet de dire tout simplement que ouais, non, ça se présente bien, on est bien, il n'y a pas de souci et tout, etc. C'est vraiment nickel, à ce moment-là, ça serait pas trop problématique, surtout si on a un bon GDP, ce que je pense quand même plutôt être le cas demain, d'aller chercher 110 en premier. D'accord ? Et attention aux faux amis. Le faux ami, ça serait peut-être même un discours sympa de Powell et un mauvais GDP. Ok ? Là, je ne sais pas. Pour le coup, voilà, il faudra bien évidemment attendre les news, hein, pour voir comment elles s'imbriquent. Vous comprenez qu'ici, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours sur la chaîne. On essaie finalement de trouver des scénarios dans lesquels le technique respecte le fondamental. Même si le fonda est très tricky, hein, je suis d'accord avec vous que les sell de news, voilà, parfois savoir
shorter des bonnes news, etc. C'est quelque chose sur lequel le timing est important. Mais en soi, en ce moment, en tout cas, ce sera plutôt le Fonda qui ira parler pour le technique et la liquidité, sous-entendu aller plutôt dans le sens dans lequel nous on a réfléchi. Mais voilà, globalement, l'idée c'est quand même que tout ça s'imbrique dans des scénarios cohérents, d'accord, et en fonction de ça, de les prévoir en amont et de prévoir des entrées-sorties en fonction de ces choses-là, tout simplement. Hein, c'est complètement l'idée à la fois de la chaîne, mais à la fois aussi du trading dans sa globalité. Hein. Une bonne analyse de marché, il y a toujours du technique, du fondamental et de la liquidité dedans, sinon elle est incomplète. Si vous lisez des analyses qui ne sont que chartistes, que techniques, je trouve qu'elles ont pas du tout d'intérêt par rapport à si jamais vous utilisez les trois. J'ai pour habitude de terminer les vidéos en posant une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, on va parler du coup de Powell. Je pense que cette vidéo va faire moins de vues, d'abord parce qu'elle est longue, et puis parce que en plus, il y en aura vraisemblablement 2 dans la journée, donc du coup, ça va probablement couper un peu, si je sors la deuxième, ça va couper les vues de la première, parce qu'en général, une vidéo, elle a sa vie quand même pendant 24 heures. Donc du coup, je pense que peu de gens regarderont cette vidéo après Powell, s'il parle, après le discours de Powell. Donc dites-moi en commentaire est-ce que vous pensez que Powell va nous donner plutôt du hawkish ou plutôt du dovish, sachant que dovish égale la colombe, c'est-à-dire je suis tout gentil et c'est bon, c'est pas grave, l'inflation c'est pas trop grave, ça fait rien, on va s'en accommoder, et on va peut-être être plutôt sur une baisse de taux. Et hawkish c'est le faucon, donc c'est vraiment du coup il faut tout casser, il faut être méchant contre l'inflation pour pouvoir s'en sortir. Voilà les amis, pour moi il y a vraiment beaucoup de choses qui tiennent à... On avait pressenti quand même que dans ce triangle on en sortirait par le bas. Je trouve que ça, c'est difficile de dire si c'est impulsif ou correctif. Donc pour le moment, pour moi, ça reste potentiellement impulsif puisque c'est haussier. Et que j'ai la liquidité pour effectivement aller éventuellement rechercher des choses. Maintenant, court terme, il y a un peu de liquidité là. Elle est vraiment beaucoup moins importante que ce qu'il y a là déjà, dans un premier temps. Et ça, c'est pas la liquidité qui est extrêmement fraîche, mais elle est là aussi, donc attention. Bon les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez passer une excellente, voire une magnifique journée. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.